Le 4 décembre 2025, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans le ciel nocturne, quelque chose que les peuples anciens nous ont prévenus pendant des siècles. La lune froide, la dernière et la plus grande superlune de l'année, est passée directement devant la constellation des 7 sœurs, les engloutissant de notre vue. Les Hopi avaient prédit ce moment. Nostradamus en a parlé. Et nous venons tout juste d'en être témoins. Laisse un commentaire juste en dessous pour me dire d'où tu regardes, et profitant pour mettre un like et t'abonner à la chaîne, parce que cette histoire va remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur le cosmos et notre place en son sein. Peut-être que tu te demandes pourquoi devrais-je me soucier qu'une lune passe devant quelques étoiles. Mais attention, ce que tu es sur le point de découvrir n'est pas que de l'astronomie. C'est la clé d'un mystère que l'humanité s'efforce d'oublier depuis des millénaires. Les Pléiades, connues sous le nom de 7 sœurs, sont l'une des constellations les plus observées et vénérées de toute l'histoire humaine. Des premiers récits des civilisations antiques jusqu'à aujourd'hui, ces étoiles ont captivé l'imagination humaine d'une manière unique. Les Grecs anciens ont forgé des mythes élaborés à leur sujet. 7 sœurs, filles du titan Atlas, transformées en étoiles pour échapper à la poursuite du chasseur Orion. Les Hopi, dans les terres arides de l'Arizona, les appelaient Chuhukon et les considéraient comme sacrées, porteuses de messages spirituels profonds. Au Japon, elles sont connues sous le nom de Subaru, si culturellement importantes qu'elles sont devenues le symbole d'un des plus grands constructeurs automobiles du pays. Dans presque toutes les cultures qui ont observé le ciel nocturne, les Pléiades occupent une place particulière. Mais pourquoi? Qu'y a-t-il de si spécial dans ce petit amas d'étoiles qui brille discrètement dans le ciel? La réponse est simple et en même temps profonde. Elles sont visibles à l'œil nu. À une époque sans télescope, sans technologie, nos ancêtres pouvaient lever les yeux et voir clairement ce groupe d'étoiles brillantes, regroupées comme une famille cosmique. Elles servaient de calendrier naturel, marquant les saisons de semailles et de récolte. Elles étaient des guides spirituels, des points de repère pour les navigateurs et les conteurs d'histoire. Scientifiquement, les Pléiades sont un amas ouvert situé à environ 444 années-lumière de la Terre. Cet amas contient plus d'1 millier d'étoiles. Mais à l'œil nu, nous ne voyons que 6 ou 7 des plus brillantes, d'où le nom 7 sœurs. Alcyone est l'étoile la plus brillante de ce groupe, et dans les traditions spirituelles modernes, elle est souvent associée à la clarté intuitive, à une sagesse supérieure et à une connexion avec des dimensions de conscience plus élevées. Maintenant, parlons de ce qui s'est passé le 4 décembre. Cette nuit-là, la Lune était en phase de superlune, ce qui signifie qu'elle se trouvait au point le plus proche de la Terre de son orbite elliptique. Quand cela arrive, la Lune paraît 8% plus grande et 16% plus brillante qu'une pleine lune ordinaire. Et ce n'était pas une superlune comme les autres. C'était la dernière superlune de 2025, la plus grande et la plus brillante que nous verrons jusqu'aux années 2040. Imagine l'ampleur de l'événement. La Lune à son apogée, radieuse, dominait le ciel nocturne avec une intensité rare. Et puis, à cet instant précis, la Lune est passée directement devant les Pléiades. Ce phénomène s'appelle une occultation lunaire, un événement astronomique où la Lune, vue depuis la Terre, passe devant un objet céleste et le cache temporairement à notre vue. Les 7 sœurs, ces sentinelles cosmiques qui ont brillé dans le ciel pendant des millénaires, ont été complètement englouties par la luminosité de la Lune. Pour ceux qui observaient, c'était comme si les étoiles disparaissaient simplement, absorbées par l'éclat argenté du satellite naturel de la Terre. Mais ce n'est pas uniquement l'astronomie qui a rendu cet événement significatif. Astrologiquement et spirituellement, ce qui s'est passé le 4 décembre porte des couches de sens profondes. L'occultation a eu lieu dans le signe des Gémeaux, le signe de la communication, de la vérité, de la dualité et de la clarté mentale. En astrologie, lorsque la Lune s'aligne avec les Pléiades, surtout en conjonction aussi rapprochée, c'est interprété comme un moment où les émotions obscurcissent temporairement l'orientation spirituelle. La Lune représente notre monde émotionnel, nos instincts, nos réactions viscérales. Les Pléiades, en revanche, symbolisent la sagesse ancestrale, le guide spirituel et la connexion au divin. Alors, réfléchis-y. Au moment exact où la Lune a recouvert les Pléiades, symboliquement, nos émotions humaines obscurcissaient notre capacité à accéder à une sagesse supérieure. C'était comme si l'univers disait « Attention, vous êtes tellement absorbé par vos préoccupations immédiates, par vos peurs et vos désirs, que vous ne voyez plus les étoiles qui vous guident. » Mais cela n'est pas nécessairement négatif.
Ce type d'alignement peut aussi être vu comme un moment de purification émotionnelle, une invitation à nous tourner vers l'intérieur, à traiter nos sentiments les plus profonds, afin que nous puissions, éventuellement, revoir les étoiles avec davantage de clarté. Et voici la partie que beaucoup n'ont pas remarquée. Des communautés spirituelles autour du monde étaient préparées pour ce moment. Ce n'était pas une coïncidence. Des groupes dédiés à l'étude de l'astrologie, des anciennes prophéties et de la cosmologie spirituelle ont organisé des cérémonies de réflexion et de méditation spécifiquement pour la nuit du 4 décembre. Ils savaient que cette occultation n'était pas seulement un événement astronomique, mais un jalon spirituel, un point de bascule dans le cycle cosmique. À différents fuseaux horaires, des gens se sont rassemblés sous le ciel nocturne. Certains ont allumé des bougies, d'autres ont formé des cercles de prière. Beaucoup sont simplement restés en silence, regardant le ciel, ressentant l'énergie de cet instant unique. Pourquoi? Parce qu'ils comprenaient que lorsque quelque chose d'aussi rare se produit, quand la lune couvre les Pléiades pendant une superlune, ce n'est pas seulement un spectacle visuel, c'est un message. Un message sur où nous sommes, où nous allons et ce que nous devons laisser derrière nous. Et qu'en est-il de l'alignement avec Alcyone, l'étoile la plus brillante des Pléiades? Ce détail ajoute encore plus de profondeur. Alcyone a été vénérée dans des traditions ésotériques comme le cœur spirituel de l'Ama, la source de lumière qui nourrit toutes les autres étoiles alentour. Lorsque la lune s'aligne avec Alcyone, c'est comme si nos émotions étaient baignées par cette lumière intuitive, même si elle est temporairement cachée. C'est une invitation à faire davantage confiance à notre intuition, à écouter cette voix intérieure que nous ignorons souvent au milieu du bruit du monde moderne. Mais la question qui brûle les lèvres est « Que savaient-ils que nous avons oublié? Pourquoi des peuples sans télescope redoutaient-ils tant ce moment précis? » La réponse vous fera regarder le ciel autrement ce soir. Pour percer ce secret, il faut voyager dans le temps. Il faut remonter de milliers d'années, jusqu'au plateau de l'Arizona où le peuple Hopi a vécu. Observer et préserver des connaissances cosmiques qui défient notre compréhension moderne. Les Hopi ne voyaient pas les Pléiades comme de simples points lumineux dans le ciel. Pour eux, ces étoiles étaient la demeure d'êtres spirituels, des messagers qui apportaient des avertissements et des enseignements essentiels à la survie et à l'évolution de l'humanité. Il existe une prophétie Hopi qui parle des Pléiades, et plus précisément d'un événement appelé le retour de la Kachina bleue. Dans les traditions Hopi, les Kachinas sont des esprits ancestraux qui servent d'intermédiaires entre le monde humain et le monde spirituel. Et parmi ces Kachinas, il y en a une connue sous le nom de Kachina bleue, un être prophétique étroitement lié aux Pléiades. Selon la prophétie, il viendra un moment où la Kachina bleue retirera son masque cérémonial sur la place centrale, devant tout le monde. Ce n'est pas seulement un rituel symbolique. Pour les Hopi, cet acte représente la révélation finale, le moment où des vérités cachées seront exposées, quand l'humanité ne pourra plus ignorer les signes qui ont été donnés. Et juste après cette révélation, selon la prophétie, la Kachina bleue retournera aux Pléiades, d'où elle venait, marquant la fin d'un cycle et le début d'un autre. Maintenant, pensez à ce qui s'est passé le 4 décembre. La lune a couvert les Pléiades. Symboliquement, c'était comme si quelque chose avait été ôté de la vue, caché temporairement, juste pour revenir ensuite avec plus de clarté. Cette occultation lunaire serait-elle une manifestation moderne de cette ancienne prophétie? Serait-ce le signe que nous entrons dans un nouveau cycle? Un cycle où des vérités anciennes commencent à ressurgir? Ce n'est pas seulement de la spéculation mystique. Il y a un motif historique ici. Chaque fois que l'humanité traverse de grandes transitions, de grands changements de conscience, il y a des phénomènes célestes qui semblent accompagner ces transformations. Les anciens le savaient. Ils ont soigneusement enregistré les mouvements des cieux non pas parce qu'ils étaient superstitieux, mais parce qu'ils reconnaissaient une connexion profonde entre le cosmos et l'expérience humaine. Ils comprenaient que nous ne sommes pas séparés de l'univers, nous en faisons partie. Et quand quelque chose d'important se passe là-haut, cela résonne ici-bas. Nostradamus, le célèbre voyant français du XVIe siècle, a lui aussi fait des références énigmatiques aux Pléiades dans ses prophéties. Bien que ces mots soient souvent cryptiques et ouverts à de multiples interprétations, de nombreux spécialistes de ces quatrains croient qu'il a prédit un temps où les 7 sœurs se cacheront, comme présage de grandes révélations spirituelles. Un moment où le voile entre le monde matériel et le monde spirituel deviendrait plus mince,
permettant à des vérités réprimées d'émerger enfin. Et nous y sommes. Décembre 2025. L'occultation a eu lieu. La plupart des gens ont simplement continué leur vie, sans le remarquer. Mais vous êtes ici, en train de regarder cette vidéo, cherchant à comprendre. Et ce n'est pas une coïncidence. Peut-être que vous sentez, à un certain niveau, que quelque chose change. Que nous sommes au seuil de quelque chose de plus grand. Pour vraiment comprendre ce que cela signifie, pour relier tous ces points, il nous faut plonger plus profondément dans les prophéties Hopi. Il nous faut remonter le temps, jusqu'au Mesa de l'Arizona, où les anciens Hopi ont gardé vivantes des traditions qui remontent à des millénaires. Ils ont observé ces mêmes étoiles et laissé des avertissements qui se transmettent de génération en génération. Que savaient-ils que la science moderne commence à peine à comprendre? Quel était le message qu'ils ont tenté de préserver à travers les siècles? Et plus important, que signifie ce message pour nous, maintenant, en cet instant précis de l'histoire humaine? La Lune n'est pas passée au hasard devant les Pléiades ce 4 décembre. Pour les Hopi, cet alignement porte le poids d'une prophétie millénaire. Et avant que vous ne pensiez que ce n'est qu'une autre coïncidence cosmique, laissez-moi vous raconter quelque chose qui vous fera repenser tout ce que vous croyez savoir sur les origines de l'humanité. Les Hopi observent ces étoiles depuis des millénaires. Et leur histoire ne commence pas sur Terre. Elle commence exactement à ces 7 points de lumière qui brillaient dans le ciel de décembre. Imaginez un instant. Vous êtes dans un village Hopi en Arizona, entouré d'anciens qui gardent des connaissances transmises de génération en génération depuis plus d'un millénaire. Oraibi, le village le plus ancien continuellement habité d'Amérique du Nord, existe depuis 9 siècles. 9 siècles d'histoire, de traditions, de secrets cosmiques préservés dans le silence. Le secret le plus profond de tous? Les Hopi se considèrent comme des descendants directs des Pléiades. Ils ont un nom pour ces étoiles, Shuhukon, ce qui signifie littéralement « ceux qui sont venus des Pléiades ». Ce n'est pas une référence poétique, pas une belle métaphore spirituelle pour orner leur légende. Une affirmation littérale d'origine. Ils croient que leurs ancêtres sont descendus de ces 7 étoiles et sont arrivés sur Terre alors que l'humanité en était encore à ses premiers pas. Pensez à l'audace de cette affirmation. À une époque où la science moderne commençait à peine à comprendre le cosmos, les Hopi affirmèrent déjà, avec une conviction absolue, d'où ils venaient. Et ils ne parlaient pas de dieux lointains et abstraits. Ils parlaient d'ancêtres réels, d'êtres qui ont fait un voyage physique à travers l'espace et se sont établis sur cette planète. Mais la connexion aux Pléiades va bien au-delà d'une simple histoire d'origine. Elle imprègne toute la cosmologie Hopi, toute leur compréhension de l'univers et du temps. Et au cœur de cette cosmologie se trouve une tradition que peu de personnes extérieures au peuple Hopi comprennent réellement. La tradition des Kachina. Les Kachina ne sont pas de simples esprits. Ce sont des messagers spirituels, des intermédiaires entre le monde humain et le cosmos. Des êtres qui descendent des étoiles pour apporter enseignement, guérison et sagesse. Et d'où viennent ces Kachina? Des Pléiades. Du foyer ancestral. Pendant des siècles, les Hopi ont exécuté des danses cérémonielles élaborées où des danseurs masqués incarnent ces Kachina. Ce n'est pas du spectacle. C'est un rituel sacré. C'est le moment où le ciel touche la terre, quand les descendants des Pléiades se reconnectent à leur origine cosmique. Chaque masque, chaque mouvement, chaque chant porte des significations profondes, transmises à travers les générations. Et au centre de tout se trouve la croyance inébranlable que les Kachina continuent de veiller sur l'humanité, continuent de descendre des Pléiades pour guider leurs descendants à travers les cycles du temps. Mais c'est ici que l'histoire devient véritablement glaçante. Les Hopi ne croyaient pas seulement qu'ils venaient des Pléiades. Ils croient que nous vivons à la fin d'un grand cycle cosmique, et que lorsque ce cycle prendra fin, quand l'ancien ordre laissera place au nouveau, les Kachina reviendront une fois de plus. Plus précisément, un Kachina. Le Kachina bleu. La prophétie du Kachina bleu est l'une des prophéties les plus puissantes et les moins comprises de la tradition Hopi. Elle dit que lorsque le Kachina bleu apparaîtra sur la place cérémonielle, cela marquera la fin du 4e monde et le début du 5e monde de l'humanité. La fin d'une ère, la naissance d'une autre. Et voici le détail qui fait que tout s'emboîte. Les Pléiades, les 7 sœurs, sont la porte d'entrée par laquelle les Kachina descendent. Le portail cosmique entre les mondes. Alors quand la Lune est passée devant les Pléiades ce 4 décembre, ce n'était pas seulement un événement astronomique. C'était un signe. Un repère dans le ciel que les Hopi attendaient depuis des générations.
le genre d'alignement que leur prophétie avait prédit, le type d'événement qui précède de grandes transformations. Vous sentez le poids de tout ça? La magnitude? Il ne s'agit pas de superstitions primitives ou de folklore simpliste. Il s'agit d'un peuple qui, depuis un millénaire, observe les cieux avec une précision quasi scientifique, qui a codifié dans ses traditions des connaissances astronomiques profondes et qui voit maintenant ses prophéties se dérouler en temps réel. Sur les roches de l'Arizona, gravées dans une pierre ancienne, se trouvent les pétroglyphes de la pierre de la prophétie Hopi. Des symboles énigmatiques qui racontent l'histoire des 4 mondes précédents et le chemin vers le 5e. Des lignes qui se bifurquent. Des figures humaines à des carrefours. Des choix que l'humanité doit faire. Et au sommet de ces gravures, les Pléiades. Toujours les Pléiades. Le point d'origine, la destination finale, le portail. Les anciens Hopi répètent depuis des décennies que des signes apparaissent, que nous vivons des temps de grands changements, que l'humanité se trouve à une croisée prophétique. Et chaque alignement cosmique, chaque mouvement des étoiles ancestrales est une confirmation de plus que le cycle est en train de se compléter. Mais voici ce qui va vraiment vous faire exploser l'esprit. Les Hopi n'étaient pas seuls dans leur révérence pour les 7 sœurs. Ils n'étaient pas la seule nation indigène des Amériques à regarder ces étoiles et y voir le foyer ancestral de l'humanité. Des grandes plaines jusqu'aux forêts de l'Est, des montagnes du Nord au désert du Sud, tribu après tribu traçaient ses origines jusqu'à ces mêmes étoiles. Les Lakota, les Cherokees, les Iroquois, les Crais, des dizaines de peuples autochtones, séparés par des milliers de kilomètres, par d'énormes barrières géographiques, par des langues complètement différentes. Et tous, indépendamment, en sont arrivés à la même conclusion impossible. Nous venons des Pléiades. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de livres imprimés circulant entre ces nations. Et pourtant, l'histoire était toujours la même. Les 7 étoiles, les ancêtres descendus du ciel, le portail cosmique. Comment est-ce possible? Comment des peuples complètement isolés les uns des autres ont-ils abouti à la même vérité cosmique? Comment expliquer que de l'Arizona au Canada, de l'Atlantique au Pacifique, l'histoire restait cohérente? Vous pouvez parler de coïncidence. Vous pouvez dire que c'est juste la tendance humaine à créer des mythes similaires. Mais quand on regarde vraiment les détails, la spécificité des traditions, la précision astronomique impliquée, l'explication de la coïncidence commence à s'effondrer. Parce que nous ne parlons pas d'histoires vagues sur de jolies étoiles. Nous parlons de cosmologies élaborées, de calendriers précis basés sur les mouvements des Pléiades, de prophéties spécifiques sur des alignements cosmiques. Nous parlons d'un savoir qui semble avoir été transmis d'une source commune, préservé à travers des millénaires, gardé comme le secret le plus sacré de chaque nation. Et quand vous vous en rendez compte, quand vous absorbez vraiment l'impossibilité statistique de tout cela, une question commence à se former dans votre esprit. Une question troublante et fascinante. Qu'est-ce que tous ces peuples anciens ont vu dans les Pléiades qui les a reliés à travers les continents? Quelle vérité cosmique a été transmise au fil des générations avec une telle constance qu'elle a survécu à des siècles de changements, de conquêtes et de déplacements? La réponse se cache dans un motif si profond qu'il ne se limite pas à l'Amérique du Nord, tellement universel qu'il traverse les océans et les cultures. Un motif qui pointe vers la même vérité cosmique, répétée dans chaque recoin du monde ancien. Et quand vous verrez ce motif complet, quand toutes les pièces s'assembleront, vous ne regarderez plus jamais le ciel nocturne de la même manière. Les Hopi les appelaient Shuhukon, les 7 sœurs qui dansèrent dans le ciel, gardiennes de prophéties millénaires. Mais à travers les grandes plaines et les forêts de l'Est, d'autres tribus avaient leur propre nom et leurs propres prophéties. Ce que nous sommes sur le point de découvrir vous donnera la chair de poule. Les Pléiades ne sont pas seulement importantes pour une culture. Elles sont centrales au récit d'origine de l'humanité elle-même. Voyage avec moi jusqu'aux plaines du Dakota du Sud. Ici, les Lakota racontent une histoire transmise de génération en génération. Il y a des millénaires, 7 jeunes filles ont été attaquées par un ours géant tandis qu'elles cueillaient des racines. Dans le désespoir, elles ont prié la terre. La terre a entendu. Le sol sous elles a commencé à se soulever, formant la Devil's Tower, cette formation rocheuse imposante que nous connaissons aujourd'hui. Les jeunes filles ont grimpé de plus en plus haut, jusqu'à ce que leur forme se transforme en étoile. Les 7 sœurs. Les Lakota ne se contentent pas de vénérer les Pléiades. Ils tracent leurs propres origines jusqu'à cet amas d'étoiles,
Et ils ne sont pas les seuls. Les Kiowa, qui errèrent des plaines du Texas au Kansas, ont une histoire presque identique. 7 sœurs transformées en étoiles pour échapper à un ours. Les Cheyennes, qui parcourèrent les mêmes terres, racontent exactement la même narration. 3 nations différentes. 3 langues distinctes. La même mémoire cosmique. Vous pensez que c'est une coïncidence? Attendez. Voyagez maintenant vers le nord-est, sur les terres des Haudenosaunee, le peuple que les Européens appelleraient les Iroquois. Ici, l'histoire change légèrement, mais l'essence demeure. 6 garçons dansaient avec tant de passion, tant d'énergie, que leurs pieds commencèrent à quitter le sol. Ils dansèrent de plus en plus vite, s'élevant vers les cieux. Un 7e enfant a essayé de les suivre, mais retomba sur terre. Les 6 garçons se transformèrent en étoiles que nous voyons. C'est pourquoi, quand nous regardons les Pléiades, nous n'en voyons que 6 étoiles brillantes. La 7e est là, mais elle est cachée, dissimulée par la lumière des autres. La mythologie Haudenosaunee expliquait astronomiquement ce que la science moderne confirme. Il y a techniquement 7 étoiles principales dans les Pléiades, mais seules 6 sont facilement visibles à l'œil nu. Des cultures séparées par des milliers de kilomètres, des langues sans connexion historique. Mais toutes regardent le même amas d'étoiles et disent « c'est de là que nous venons ». C'est là que vit la sagesse. Maintenant, voici la partie qui m'a privé de sommeil pendant des semaines. Cette révérence pour les Pléiades n'est pas seulement un phénomène nord-américain, elle est mondiale. Elle est universelle. Et quand je dis universelle, je veux dire littéralement tous les coins de la Terre. Envole-toi avec moi jusqu'à la Grèce antique. Ici, les Pléiades sont les 7 filles d'Atlas, le titan condamné à porter le monde sur ses épaules, et de Pléione, une nymphe marine. Ces 7 sœurs étaient si belles que le chasseur Orion les poursuivit sans relâche. Zeus, pris de pitié, les transforma en étoiles pour les protéger. Et où est Orion maintenant? Il continue de les poursuivre dans le ciel nocturne. La constellation d'Orion suit éternellement les Pléiades à travers le firmament. Les Grecs anciens voyaient ces étoiles comme des symboles d'intuition féminine, de mystère cosmique et de transformation émotionnelle. Maintenant, saute jusqu'au Japon. Ici, les Pléiades s'appellent Subaru. Oui, la marque automobile. Et tu sais ce que signifie Subaru en japonais? Unir ou rassembler. Le logo de Subaru montre 6 étoiles, représentant les 6 entreprises principales qui se sont unies pour former la société. Mais l'origine du nom est purement astronomique et spirituelle. Les Japonais regardent les Pléiades et y voient le principe de l'union, de la collectivité, de la force issue de l'harmonie. Saute maintenant jusqu'en Inde. Dans la mythologie hindoue, les Pléiades sont connues sous le nom de Kritika. Ce sont 6 mères divines qui allaitèrent Kartikeya, le dieu de la guerre. Kartikeya est né avec 6 têtes pour pouvoir être nourri simultanément par les 6 mères. Les Pléiades, dans la tradition hindoue, représentent l'énergie maternelle divine, la nutrition spirituelle et la protection des guerriers de la lumière. Allons en Australie. Ici, les aborigènes australiens ont l'une des plus anciennes histoires du monde sur les Pléiades. Ce sont 7 sœurs qui fuient Orion, le chasseur. Exactement comme en Grèce. Mais attends, comment se fait-il que des cultures séparées par des océans entiers aient exactement le même récit? Les aborigènes d'Australie sont restés isolés du reste du monde pendant plus de 40 000 ans. Comment connaissent-ils la même histoire que les Grecs racontaient il y a 3000 ans? La science officielle dit que c'est une coïncidence. Des archétypes universels. De la psychologie jungienne. Mais, et si ce n'était pas ça? Et si c'était de la mémoire? Mémoire humaine collective d'un temps antérieur à la séparation des continents, antérieur à la diversification des langues, antérieur à la fragmentation de l'humanité. Et il y a plus. En Nouvelle-Zélande, les Maoris appellent les Pléiades Matariki. L'apparition de Matariki dans le ciel hivernal marque le début du nouvel an maori. C'est un temps de célébration, de réflexion, d'honorer les ancêtres et de planifier l'avenir. Les Pléiades, pour les Maoris, sont l'horloge cosmique qui gouverne la vie, la mort et la renaissance. Ressens ça avec moi, de l'Arizona à la Grèce, du Japon à l'Australie, de l'Inde à la Nouvelle-Zélande. Chaque civilisation ancienne sur Terre a regardé ces 7 étoiles et a dit « c'est de là que nous venons ». C'est là que vit la sagesse. C'est notre foyer cosmique. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas de la pareidolie. Ce n'est pas de la psychologie jungienne. C'est une mémoire humaine, universelle.
Maintenant, laisse-moi te poser une question qui va tout changer. Si les peuples anciens du monde entier vénérèrent les Pléiades comme la source de la sagesse humaine, que se passe-t-il quand la Lune, représentant nos émotions, notre subconscient, nos instincts les plus profonds, engloutit littéralement ces étoiles? 4 décembre 2025. La Lune n'a pas simplement frôlé les Pléiades. Elle les a éclipsées, les a couvertes, les a temporairement retirées de notre champ de vision. Symboliquement, ce que cela représente est profond. Nos émotions sont en train de consommer notre sagesse ancestrale. Notre subconscient éclipse notre connexion avec le cosmos. Mais il y a une autre lecture, une lecture plus pleine d'espoir. Quand la Lune couvre les Pléiades, elle ne les détruit pas, elle les intègre. Elle absorbe la sagesse des 7 sœurs et la rend à l'humanité à travers le royaume émotionnel. Cet événement n'est pas un effacement, c'est un téléchargement cosmique de sagesse ancestrale directement dans notre inconscient collectif. Le 4 décembre n'a pas été seulement un événement astronomique, ce fut un message spirituel écrit dans le ciel, et ce message avait été prévu, pas seulement par des peuples autochtones, mais par quelques-uns des voyants les plus célèbres de l'histoire. La Lune a englouti les 7 sœurs, et maintenant, les prophéties commencent à converger, entre Nostradamus, entre Baba Vanga, et entre l'année 2025. Mais prépare-toi, parce que ce que ces prophètes ont vu pour notre époque n'était pas juste un changement. C'était un avertissement final. Au XVIe siècle, en France, un médecin nommé Nostradamus écrivait des quatrains cryptiques sur notre moment précis de l'histoire, et ce qu'il a vu donne la chair de poule. Michel de Nostredame, Nostradamus, est né en 1503. Il était médecin, astrologue, voyant. En 1555, il publia « Les prophéties », un livre de 942 quatrains poétiques qui, selon beaucoup, ont prédit des événements futurs avec une précision effrayante. La Révolution française, le grand incendie de Londres, Hitler, les attaques du 11 septembre. Certains disent que Nostradamus a tout vu. Et pour 2025, il a laissé quelque chose qui nous fait frissonner. Centurie 2, quatrain 43. Lors de l'apparition de l'étoile barbelée, les 3 grands princes deviendront ennemis. La paix fragile sera atteinte de la terre par le ciel. Tremblement sur le Pô, serpent placé sur la rive. Étoile barbelée, comète, feu venu du cosmos. Et conflit entre grandes puissances en Europe. Centurie 1, quatrain 69. La grande montagne ronde de 7 stades, puis paix, guerre, famine, inondation, roulera loin en enfonçant de grands pays, même anciens et de grandes fondations. Montagne ronde, 7 stades. Beaucoup interprètent cela comme un astéroïde. Quelque chose venant de l'espace. Quelque chose qui déclenche guerre, famine, inondation. Quelque chose qui change tout. Et Nostradamus n'était pas seul. De l'autre côté de l'Europe, des siècles plus tard, naquit Baba Vanga. Vangelia Pandeva Gushterova. Bulgare. Aveugle depuis l'âge de 12 ans, après une tempête de sable brutale qui faillit la tuer. Et c'est dans cette obscurité qu'elle a commencé à voir. Baba Vanga est morte en 1996. Mais avant de partir, elle a laissé des prédictions qui vont jusqu'à l'an 5079. Et on dit qu'elle avait 85% de précision. 85%. Elle a prédit la dissolution de l'Union soviétique, le désastre de Tchernobyl, l'élection de Barack Obama comme premier président noir des États-Unis, le tsunami de 2004, les attaques du 11 septembre, elle disait que des oiseaux d'acier attaqueraient l'Amérique. Et pour 2025, Baba Vanga a laissé quelque chose d'effrayant. Elle a dit que 2025 serait le point de bascule, le début de la fin des temps, qu'un conflit dévastateur commencerait en Europe. Pas encore une guerre mondiale, mais son avant-goût. Que des volcans endormis entreraient en éruption. Que des inondations massives balayeraient des villes entières. Qu'un tremblement de terre catastrophique frapperait la côte ouest des États-Unis. Et elle a mentionné quelque chose venant du ciel. Quelque chose que les gens verraient et redouteraient. Quelque chose qui changerait notre manière de comprendre notre place dans l'univers. Nostradamus au XVIe siècle. Baba Vanga au XXe siècle. Tous deux ont vu 2025. Tous deux ont vu du feu venu du cosmos. Tous deux ont vu le monde trembler. Et tous deux ont vu cela comme le commencement de quelque chose de bien plus grand. Mais il y a plus. Parce que les traditions chrétiennes parlent aussi de 2025. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 8, versets 10 et 11, il est écrit « Le troisième ange sonna de la trompette,
Et il tomba du ciel une grande étoile, ardente comme une torche, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de l'étoile est Absinthe, et le tiers des eaux devint amer, et beaucoup d'hommes moururent des eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Absinthe, wormwood en anglais, une étoile qui tombe du ciel, qui empoisonne les eaux, qui tue beaucoup. Et il existe un astéroïde réel, il s'appelle Apophis. 9942, Apophis. Il a été découvert en 2004, et quand les scientifiques ont calculé sa trajectoire, la panique a commencé. Apophis passera près de la Terre en avril 2029. Très près. Si près qu'il passera sous certains satellites en orbite. La NASA dit qu'il ne va pas entrer en collision, qu'il passera sans danger. Mais beaucoup dans les communautés spirituelles et prophétiques n'en sont pas si sûrs. Parce qu'Apophis, le nom vient de la mythologie égyptienne. Apophis était le dieu serpent du chaos, des ténèbres, de la destruction. L'ennemi de Ra, le dieu du soleil, le destructeur de l'ordre. Et certains disent qu'Apophis est Wormwood, l'étoile de l'Apocalypse. Et qu'octobre 2025 est quand tout commence. Pas la collision, mais l'avertissement, le présage. Le premier signe que la fin des temps est en mouvement. Des communautés chrétiennes à travers le monde parlent de 2025 comme de l'année de la tribulation. L'année où les signes prophétiques s'alignent, guerres et rumeurs de guerre, séismes un peu partout, famine, pestilence, et des signes dans le ciel. Et le 4 décembre 2025, la lune a caché les Pléiades, exactement comme les Hopis l'avaient prédit, exactement comme les traditions autochtones l'avaient annoncé. Toutes ces traditions, Nostradamus, Baba Vanga, l'Apocalypse, les Hopis, convergent vers un même point, 2025. Un consensus impossible, séparé par des océans et des siècles, culminant au moment où la Lune a englouti les 7 sœurs. Je sais ce que vous pensez. Ce ne sont que des coïncidences. Les prophéties sont vagues. Les gens trouvent toujours des motifs là où il n'y en a pas. Et oui, bien sûr, le scepticisme est sain. Mais quand des dizaines de traditions indépendantes, sur des milliers d'années, convergent toutes vers le même moment. Est-ce encore une coïncidence? Parce que décembre 2025 n'a pas seulement apporté l'occultation des Pléiades. Ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Ce qui s'est produit dans les jours suivants a été si bizarre que même les scientifiques sont restés sans réponse. Le mois a commencé avec la lune froide dévorant les Pléiades. Mais qu'est-ce qui est venu après? Une succession d'événements qui semblaient avoir été orchestrés par une intelligence supérieure. Le 8 décembre, Jupiter a atteint sa plus grande proximité avec la Terre depuis des décennies. Si brillant dans le ciel nocturne qu'il semblait une seconde lune. Les anciens appelaient Jupiter le roi des dieux. Et le voilà, dominant le ciel. Le 14 décembre, la pluie de météores des Géminides, l'une des plus intenses de l'année. Des centaines d'étoiles filantes zébrant le ciel, comme si l'univers envoyait des messages lumineux. Le 21 décembre, solstice d'hiver dans l'hémisphère nord, solstice d'été au sud, le jour le plus court de l'année. Le moment de l'obscurité la plus profonde. Et aussi le moment où la lumière commence à revenir. Renaissance. Transformation. Puis, le 24 décembre, veille de Noël, Mars en opposition. La planète rouge, la planète de la guerre, de l'action, de l'énergie, au plus près de la Terre, brillant intensément dans le ciel nocturne comme un œil rouge et vigilant. Tous ces événements, tous en décembre 2025. Comme si le cosmos orchestrait une symphonie, une séquence, un message. Et les gens ont commencé à se demander, et si tout ce mois était un message cosmique? Et si chaque événement céleste était une pièce d'un puzzle plus vaste? Et si l'univers essayait vraiment de nous réveiller? Parce que ce n'est pas seulement de l'astrologie, ce n'est pas juste de la superstition. Il s'agit de motifs, il s'agit de synchronicité. Il s'agit du fait que, tout au long de l'histoire humaine, nous avons toujours levé les yeux vers le ciel à la recherche de signes. Et chaque fois que quelque chose de majeur allait arriver, le ciel prévenait. Avant la chute d'empires, avant des séismes dévastateurs, avant des guerres qui ont changé le monde. Le ciel a toujours montré des signes, comètes, éclipses, alignements planétaires. Et ceux qui faisaient attention. Ils savaient. Nous y voilà donc. Décembre 2025. Une succession d'événements célestes sans précédent. Des prophéties de toutes les traditions convergeant. Et l'impression indéniable que quelque chose change.
quelque chose de profond, quelque chose d'irréversible. Mais décembre 2025 n'a pas été seulement la fin d'une année. Ce fut la fin d'un cycle. Et ce qui est arrivé ensuite prouve que les anciens avertissements étaient réels. Parce que quand 2026 commencera, le monde ne sera plus le même. Toutes les prophéties pointèrent vers 2025. Et décembre est devenu le mois où le cosmos a rendu son verdict. Ce qui a commencé le 4 décembre, avec la lune froide engloutissant les 7 sœurs, n'était que l'acte d'ouverture. Parce que l'univers ne nous envoyait pas uniquement un signal. Il nous envoyait toute une séquence. Un message cosmique qui se déroulait sur un mois entier. Et chaque événement céleste était comme une pièce d'un ancien puzzle qui s'emboîtait enfin. 4 décembre 2025. La superlune dans toute sa splendeur. Les Pléiades disparaissant derrière la surface lunaire. Ce moment n'est pas passé inaperçu. Dans les communautés spirituelles du monde entier, les gens se sont mobilisés. Ce n'était pas juste de l'observation astronomique. C'était bien plus profond. Des cérémonies de réflexion ont eu lieu dans des dizaines de pays. Des groupes se sont réunis pour poser des intentions, pour méditer sur la signification de cet alignement rare. Les réseaux sociaux ont explosé d'images, de vidéos, d'interprétations. Il y avait un ressenti collectif que quelque chose était en train de changer, que ce n'était pas qu'un joli événement céleste à photographier. C'était un portail, une ouverture. Et vous savez ce qui a retenu encore plus l'attention? La synchronicité. La manière dont tant de traditions spirituelles différentes ont interprété ce moment de façon étonnamment similaire. Des chamans parlèrent de renouveau énergétique. Des astrologues évoquaient une transformation collective. Des communautés autochtones reconnaissaient les signes décrits par leurs ancêtres. Il n'y avait pas de scénario commun. Il n'y avait pas de coordination mondiale. Et pourtant, des milliers de personnes autour de la planète ont ressenti la même chose. Que décembre 2025 n'était pas un mois ordinaire. Que quelque chose était activé. Que les Pléiades jouaient leur rôle dans un plan bien plus vaste. Mais si vous pensiez que l'histoire s'arrêtait là, accrochez-vous à votre siège. L'univers ne faisait que chauffer les moteurs. 19 décembre 2025. Alors que le monde digérait encore la disparition des Pléiades 2 semaines plus tôt, un autre visiteur céleste fit son apparition. La comète C 2024 E1 atteignit son plus proche passage de la Terre. Et dans les communautés mystiques, cela ne fut pas pris pour une coïncidence. Les comètes ont toujours été des messagères. Elles ont toujours porté une signification profonde dans les cultures humaines. Vous vous souvenez de la comète de Halley? Elle est apparue en 1066, peu avant la bataille d'Hastings, et a été représentée dans la célèbre tapisserie de Bayeux comme un présage. Le grand comète de 1680 a terrifié l'Europe, interprété comme un signe de guerre et de changement. Pendant des siècles, les comètes ont été vues comme des avertissements divins, des messages du cosmos, des annonces de grandes transformations. Et maintenant, en décembre 2025, en plein milieu de toutes ces autres synchronicités cosmiques, voilà une autre comète. Les communautés spirituelles n'ont pas perdu de temps. Ce visiteur interstellaire fut interprété comme une confirmation supplémentaire. Certains l'ont appelé « messager cosmique ». D'autres y ont vu la validation que 2025 était vraiment l'année marquée par les prophéties. Certains organisèrent des veillées spéciales, des méditations collectives, des cérémonies d'observation. Internet se remplit à nouveau d'interprétations, de connexions, d'analyses. Les gens voyaient le motif. La Lune et les Pléiades, le 4 décembre. Comète, le 19 décembre. Ce n'était pas aléatoire. C'était une séquence. C'était intentionnel. Et c'est alors, quand tout le monde pensait que c'était fini, que le cosmos révéla son acte final. Un coup de maître que personne n'avait vu venir. Du 28 au 30 décembre 2025. La Lune se rapproche à nouveau des Pléiades. Une deuxième rencontre. L'effet de cadre parfait. Si l'événement du 4 décembre fut l'ouverture du portail, celui-ci était la fermeture. Cette fois, la visibilité fut différente. Alaska, nord-ouest du Canada et de l'Asie. Des régions qui ont leurs propres traditions anciennes liées au ciel. Peuples autochtones du Nord qui ont toujours observé les étoiles avec une révérence particulière. Cultures asiatiques avec des millénaires d'enregistrements astronomiques et d'interprétations spirituelles. Et tous furent témoins de cette seconde rencontre entre la Lune et les 7 sœurs. Le symbolisme ne pouvait pas être plus clair. Décembre commence avec la Lune engloutissant les Pléiades, et se termine avec la Lune revenant vers les Pléiades, comme si elle confirmait, comme si elle disait « Oui,
Faites attention, c'est important. Ce n'était pas un événement isolé. C'était un cycle. C'était un message qui devait être répété, souligné, gravé dans la conscience collective. Les communautés spirituelles qui ont suivi toute cette séquence se sont senties validées. Elles ont organisé des cérémonies de clôture, des célébrations de remerciements, des rituels d'intégration. Le mois entier avait été un voyage cosmique. Et maintenant, dans les derniers jours de décembre, les derniers jours de 2025, l'univers concluait sa déclaration. Pensez à l'ampleur de cela. 4 décembre, la Lune engloutit les Pléiades. 19 décembre, une comète arrive. 28 au 30 décembre, la Lune et les Pléiades se rencontrent à nouveau. Ce n'était pas aléatoire. C'était une séquence. Un message cosmique se déployant sur tout un mois. Les Hopis le savaient, Nostradamus le savait, Baba Vanga le savait, et décembre 2025 prouva que tous avaient raison. Parce que quand on regarde l'ensemble, quand on relie les points de janvier à décembre, on voit un motif impossible à ignorer. L'alignement planétaire de janvier. Les conjonctions de Mars, Jupiter et les Pléiades en mai. La superlune d'octobre. Et maintenant, cette séquence complète de décembre. Ce n'est pas un événement isolé ici, un autre là. C'est une progression. C'est une narration céleste qui s'est déroulée sur 12 mois. Et les traditions anciennes, les prophéties, les avertissements, tout pointait vers ça. Vers 2025. Vers les Pléiades. Vers ce moment de convergence. Et peut-être que la partie la plus impressionnante est que nous n'avons pas besoin d'équipements scientifiques complexes pour percevoir la signification. Oui, les astronomes ont répertorié les événements avec précision. Oui, les calculs orbitaux ont confirmé les dates. Mais l'impact fut viscéral. Il fut émotionnel. Il fut spirituel. Des millions de personnes à travers le monde ont ressenti quelque chose. Il y eut un changement perceptible dans la conscience collective. Les discussions ont changé. Les priorités se sont ajustées. Les gens ont commencé à poser des questions plus profondes. Sur le sens. Sur la connexion. Sur ce qui compte vraiment. Et cela nous mène à la question cruciale. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Pour l'humanité? Si toutes ces prophéties convergeant en 2025 n'étaient ni pas une coïncidence, si les événements célestes de décembre étaient vraiment un message cosmique, quelle en est l'implication? Que devons-nous faire de cette connaissance? Comment cette information doit-elle changer notre façon de vivre, de nous relier, de comprendre notre place dans l'univers? Parce que les anciens avertissements ne portèrent pas seulement sur des événements célestes. Ils ne portèrent pas seulement sur la Lune passant devant les Pléiades, ou des comètes visitant notre système solaire. Ils parlaient de transformation. Ils parlaient d'éveil. Ils parlaient de l'humanité atteignant un point de bascule. Les Hopis ne prédisaient pas seulement des alignements astronomiques. Ils parlaient d'un changement de conscience. Nostradamus ne décrivait pas seulement le ciel. Il alertait sur la nécessité d'une évolution humaine. Baba Vanga ne cataloguait pas simplement des événements futurs. Elle pointait à un moment critique de choix collectif. Et maintenant, nous y sommes. Décembre 2025 n'a pas été la fin. Ce fut le point culminant. Ce fut la confirmation. Ce fut l'univers disant « Oui, vous êtes au moment dont on vous a averti. Et maintenant, que ferez-vous de cela ?» Les Pléiades ont toujours représenté bien plus que 7 étoiles brillantes dans le ciel. Elles ont toujours été le symbole de quelque chose de plus grand. Quelque chose que l'humanité reconnaît intuitivement, même sans le comprendre complètement. Et peut-être que c'est là le vrai message. Qu'il y a des forces à l'œuvre qui dépassent notre compréhension rationnelle. Que le cosmos est en dialogue avec nous. Que nous sommes partis d'une toile bien plus vaste de sens et de dessin. Que ignorer ces signes ne les fait pas disparaître. Cela nous laisse simplement impréparés pour ce qui vient ensuite. Alors, que devons-nous faire de cette connaissance? Comment répondons-nous à cette séquence cosmique de décembre? Comment intégrons-nous la réalisation que plusieurs traditions anciennes, plusieurs prophéties, convergeaient toutes vers ce moment précis de l'histoire humaine? La réponse n'est pas dans la peur. Elle ne l'a jamais été. Elle est dans la compréhension de ce que les Pléiades ont toujours représenté. L'éveil spirituel, la clarté émotionnelle et la connexion cosmique. Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour vous? Les Pléiades ont toujours été le symbole universel de l'éveil, de l'intuition féminine en Grèce au portail spirituel des peuples autochtones. Elles représentent la capacité humaine à voir au-delà du voile. Maintenant,
Pensez à ce qui s'est passé le 4 décembre 2025. La lune froide, représentant nos émotions, notre subconscient, nos peurs les plus profondes, a complètement éclipsé les 7 sœurs. D'un point de vue astronomique, c'était une occultation lunaire. Du point de vue spirituel, c'était une invitation. Imaginez ceci. Les Pléiades sont comme une lanterne cosmique, illuminant notre chemin spirituel, guidant notre intuition, maintenant allumer la flamme de la sagesse intérieure. Et la Lune, avec toute son influence sur nos émotions et notre inconscient, passa exactement devant cette lumière, la bloquant pendant quelques heures. Que signifie cela en termes pratiques, en termes spirituels? Cela signifie que c'était un moment parfait pour percevoir ce qui bloque notre propre clarté spirituelle. Combien de fois laissons-nous nos émotions éclipser notre sagesse intérieure? Combien de fois permettons-nous à la peur, l'anxiété, les préoccupations quotidiennes de bloquer notre connexion avec quelque chose de plus grand? Le 4 décembre fut comme un miroir cosmique. L'univers nous a littéralement montré, dans le ciel nocturne, ce qui se passe en nous constamment. Nos émotions désordonnées, notre chaos intérieur, éclipsant la lumière de l'intuition, de la sagesse, de l'orientation spirituelle qui est toujours là, attendant d'être reconnue. Et voici le cadeau caché dans ce phénomène. Quand vous reconnaissez ce qui bloque votre lumière, vous gagnez le pouvoir de nettoyer ce blocage. Les communautés spirituelles du monde entier ont reconnu cela. Durant l'occultation, des groupes de méditation se sont réunis, des cercles de prière se sont formés, des cérémonies ont été effectuées. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que les événements cosmiques rares comme celui-ci sont des opportunités. Ce sont des portails temporels où le voile entre le physique et le spirituel devient plus mince. Ce sont des moments où nous pouvons faire un travail intérieur profond avec une puissance amplifiée. Pensez à Alcyone, l'étoile centrale des Pléiades, connue dans certaines traditions comme le soleil central spirituel. Alcyone représente la clarté intuitive, l'insight profond, la capacité à voir au-delà des illusions. Quand la lune a couvert Alcyone cette nuit-là, ce n'était pas pour éteindre sa lumière de façon permanente, mais pour nous faire percevoir combien nous en avons besoin. C'est comme quand vous éteignez les lumières d'une pièce et vous vous apercevez soudainement combien vous en dépeignez. Cette obscurité temporaire crée une profonde appréciation pour la lumière quand elle revient. Et c'est exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. L'obscurité temporaire des Pléiades nous a invités à percevoir notre propre obscurité intérieure, notre propre besoin de lumière spirituelle. Alors, comment réagir? 1. Faites confiance à votre intuition. Vos rêves et vos sentiments récents ne sont pas aléatoires. 2. Créez des moments de silence. 5 minutes de connexion intérieure valent plus que des heures de bruit. 3. Nettoyez le désordre émotionnel. Les blessures anciennes bloquent votre lumière aussi bien que la lune a bloqué les étoiles. 4. Observez les synchronicités, les nombres, les rencontres, les coïncidences. C'est l'univers qui confirme que vous êtes sur le bon chemin. Les prophéties n'étaient à ne pas sur la punition. C'était une carte de survie. Un avertissement urgent pour renforcer notre maison spirituelle avant que la tempête n'arrive. 2025 est le point de basculement. La lune a englouti les sœurs, mais elles ont réapparu, tout comme votre lumière intérieure réapparaîtra quand vous nettoierez vos blocages. Les ancêtres ont passé le flambeau. C'est maintenant votre tour, non pas comme spectateur, mais comme protagoniste. L'avertissement est réel. L'éveil a commencé. Et quand vous regarderez le ciel aujourd'hui, sachez, vous êtes exactement où vous devriez être. Bienvenue à l'éveil.